Chers amis, bonsoir. Toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous vespéral et culturel, Culture l'autre regard. Frantz Fanon disait que l'Europe est littéralement la création du tiers-monde. C'est en effet par le pillage du tiers-monde que les pays dits développés ont pu prospérer et les peuples ne cessent de lutter contre les nouvelles formes de ce pillage. C'est justement les formes que prennent ces luttes auxquelles nous allons nous intéresser ce soir avec mes deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Mariam Merdassi. Madame Merdassi, bonsoir. Bonsoir Rostom, merci pour l'invitation ainsi qu'à toute l'équipe de Canal, bien sûr. Merci à vous de l'avoir honoré, Madame Mariam Merdassi. Vous êtes ancienne ministre de la Culture, éditrice, vous dirigez les éditions Champs Libres. Et vous êtes par ailleurs la fille du regretté historien et sociologue Abdelmajid Merdassi, historien, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Algérie, sur la musique aussi, ainsi que nous allons le découvrir. Et tout récemment, vient de sortir la traduction en arabe de son fameux ouvrage 50 clés pour le cinquantenaire, qui a été publié justement à l'occasion du cinquantenaire de notre indépendance. Et cet ouvrage a été traduit sous le titre Khamsouna Miftahan lil Khamsiniya aux éditions Hibr, traduit par Khalisa Roumazi, dont elle a aussi rédigé la préface. Nous allons découvrir ensemble cet ouvrage avec vous, mais aussi cette grande figure de la littérature et de l'histoire qu'a été Feu Abdelmajid Merdassi. Je suis ému en évoquant son nom, je vous prie de m'excuser. Merci encore d'être parmi nous, Madame Merdassi. Merci. Et l'autre regard, afin d'entrecroiser justement les regards et les points de vue sur la question qui nous intéresse ce soir, va nous être fourni par M. Dahman Touati. M. Touati, bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de vous recevoir, bien que nous n'ayons aucun lien de parenté. De toute façon, c'est un nom extrêmement répandu. Monsieur Dahman Touati, vous êtes scientifique, chercheur dans le domaine de l'environnement. Oui. Et par ailleurs, vous publiez votre premier roman qui s'intitule La Rose de Jéricho, initialement écrit en anglais et traduit en français. Merci encore, Monsieur Dahman Touati, d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Madame Mariam Merdassi. Je pense que tout le monde connaît Monsieur Abdelmajid Merdassi, feu votre père, Cependant, pour ceux qui, par hasard, ne le connaîtraient pas, je voudrais évoquer avec vous certaines dimensions de son œuvre. D'abord, l'historien, un véritable passionné de l'histoire de l'Algérie et un chercheur infatigable à l'œuvre colossale. Exactement. Mon père, Rabbi Yarhamou, était un fervent défenseur d'abord de l'Algérie, de par le monde, à travers donc, toutes les conférences qu'il avait données donc, un peu partout. Il est parti même à Cayenne, il est parti au Canada, aux États-Unis, et toujours pour défendre l'histoire de notre pays. Et il avait bien évidemment beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la guerre d'indépendance notamment, sur la lutte de tous les Algériens, toutes les Algériennes, les amis de l'Algérie, qui avait combattu pour la liberté et l'indépendance totale de notre pays. Donc c'est un peu le personnage que tout le monde effectivement connaît, surtout ici à Canal Algérie, les ondes de la radio, avec sa plume aussi, des chroniques qu'il écrivait dans les médias. Et c'était aussi un professeur des universités, donc il enseignait en communication et information dans ses dernières années. Il était aussi journaliste. Il avait commencé par des reportages d'abord sportifs, et il avait même présenté le JP, donc à la chaîne 3. Donc il a fait un peu de tout. Il a écrit dans différents titres, dans La Tribune, Reporter. Il avait donné donc des contributions un peu dans tous les titres. Et surtout, c'était l'histoire qui l'intéressait le plus. C'était d'ailleurs aussi un pédagogue, puisque on remarque dans les ouvrages qu'il a laissé cette dimension pédagogique, cette grande accessibilité pour le lecteur, on va dire lambda entre guillemets, et en même temps aussi pour l'académicien, pour le chercheur. C'est-à-dire il avait cette capacité de faciliter l'accès, de rendre intelligible l'histoire à travers une approche extrêmement pédagogique. Exactement, il avait une certaine expression qu'il utilisait tout le temps. Et c'est resté un peu dans ma tête, dans la tête des personnes qui le connaissaient, c'était le devoir de mémoire.
Qu'est-ce C'est qu'il quelque chose fallait sur laquelle faire? nous allons revenir d'ailleurs. Exactement. Donc le devoir de mémoire, c'était pour lui quelque chose d'essentiel. C'était comment faire passer le message au plus large public, comment faire comprendre et valoriser, et en même temps faire en sorte que les jeunes surtout puissent être attachés à l'histoire de la guerre d'indépendance, à l'histoire de notre pays, surtout pendant la guerre. Pendant la colonisation française, donc de 1830 à 62, parfois même au-delà, parce qu'il avait aussi cette casquette de sociologue aussi. Certes. Donc il avait ça, il avait la plume journalistique. Donc on peut le voir, on va en parler un peu de cet ouvrage, donc 50 clés pour le cinquantenaire. Et donc c'était un méli-mélo en fait. Papa, c'était ça, c'était un mélange. Parfois on n'arrivait pas à suivre ses tournures, mais il finissait toujours par faire passer son message. C'était aussi une dimension un peu moins connue peut-être et que j'ai découverte en le rencontrant, en ayant l'immense plaisir de le rencontrer. D'ailleurs, j'en garde un souvenir ému. C'était un mélomane. Bon, ça c'est connu à travers ses ouvrages, mais c'était aussi un musicien. Musicien. Il touchait, en tout cas il m'a confié, Bermo, qu'il touchait du mandol. Du mandol, oui, c'était pour vous taquiner, donc il adorait. Il avait promis de ramener lui-même le mandol et de faire un bœuf, comme on dit. Il chantonnait, c'est vrai, il chantonnait parce qu'il connaissait pratiquement tous les textes de musique de Constantine, de musique de Sanaa, de Ta'atlemsan, Chabi, il adorait, Chabi aussi. D'ailleurs, il avait édité, excusez-moi de vous interrompre, il avait publié Dictionnaire des musiques citadines de Constantine. Exactement, le Dictionnaire des musiques citadines de Constantine, c'est un travail de longue haleine avec ma mère, Rabbi yarhamha, et vous permettez que je l'évoque aussi. Donc, il nous avait quittés 6 mois et demi après le décès de papa, Rabbi yarhamou. Et c'était 40 ans de recherche qu'ils avaient fait tous les deux. Donc, ils étaient, imaginez, on est dans les années 80, 90 à Constantine, un couple qui se balade et qui vont dans un café, donc le café mythique de Qahwat el-Goufla. Maintenant, ils le connaissent sous le nom de Qahwat el-Nejma. Et il y avait tous les musiciens de Constantine qui étaient là-bas et ils arrivaient, donc le couple et donc les grands, c'est Ibrahim Belamouchi qui nous a quittés, Silhani Bstanji, tonton Mohamed Hamma qui est toujours vivant, que je salue d'ailleurs. Et ils leur ont dit, « Touma oulet shkoun » typiquement constantinois et typiquement algérien d'ailleurs, oui. Et donc ils se sont présentés. Papa Galhamanani Ould el-Qadi, donc mon grand-père était dernier Qadi Malikite donc dans la ville de Constantine, Farbaïn Sherif, et ma mère Gatlam, je suis la fille de Ben Azzouz. Donc c'est une grande famille de lettrés aussi dans la ville de Constantine qui sont connus même jusqu'à Beskara et tout. Donc ils les avaient adoptés et il les avait acceptés. Et donc du coup, le travail de recherche qu'il avait fait donc sur le dictionnaire des musiques citadines de Constantine, c'était un travail sur le terrain et on avait accueilli tous les musiciens donc qui passaient par la ville de Constantine à la maison. Et ils avaient fait ce travail-là, donc toujours académique et un peu de sociologie, beaucoup de sociologie d'ailleurs. Oui. Et donc du coup, ils sont mélomanes tous les deux. On a de la musique tout le temps à la maison. Jusqu'à maintenant, j'écoute encore les enregistrements, les vieux enregistrements. Oui, j'imagine que vous avez dû baigner dedans. Ah ben oui, je suis comme Obélix quand il est tombé donc dans la portion magique. C'était aussi un amoureux de Constantine, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Constantine, un art de vivre, Constantine, citadelle des vertiges, Constantine, la cité des aigles, les 1001 noms. Ouais. C'était aussi un grand amoureux de sa ville. Oui. Ancré dans sa réalité sociale, dans sa société et dans sa réalité sociale la plus immédiate. C'est le fils de la ville des Rochers, de la ville des Ponts, comme on aime communément à l'appeler. Et il la défendait partout où il allait. Il parlait tout le temps de Constantine. Vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Et il n'avait que ça, Constantine. C'était soit le foot, c'était soit la musique, soit les arts, soit la protection du patrimoine. Et on vivait de ça, en fait. C'est vrai qu'on aime toute l'Algérie par ses traditions, par toute la richesse que nous avons dans notre pays, que nous défendons, que je maintiens donc à défendre aussi. Mais lui, Constantine, c'était particulier, c'était un attachement particulier. Et chaque ouvrage qu'il faisait, qu'il écrivait, que maman corrigeait, bien évidemment, elle passait toujours derrière pour corriger,
il cherchait la nouveauté. Qu'est-ce qu'il pouvait encore apporter, qu'est-ce qu'il pouvait encore dire qu'il n'avait pas dit avant. D'inédit, oui. Exactement. Et donc, Constantine fait partie un peu de ses écrits et elle fait partie aussi de nous tous, hein, comme toute l'Algérie d'ailleurs. Certes, et d'ailleurs j'ai eu l'immense plaisir de recevoir des romanciers qui eux aussi ont magnifié Constantine à travers la fiction. Nous allons nous plonger dans Khamsouna Miftahan lil Khamsiniya, mais avant cela, si vous permettez, je me tourne vers vous, monsieur Dahman Touati, pour cette Rose de Jéricho, ce premier roman. Déjà, quid du titre, La Rose de Jéricho? La Rose de Jéricho, c'est une métaphore pour, le personnage central de mon histoire. La Rose de Jéricho, c'est une plante qui est morte dans le désert. Parfois, j'ai lu dans un bouquin où la Rose de Jéricho parle à la rose de sable. D'accord? Donc, cette Rose de Jéricho, quand vous lui mettez un peu d'eau, elle fleurit. Elle ressuscite, littéralement. Elle ressuscite. Donc, c'est le personnage central qui est Nora. Nora, oui. Nora, c'est mon personnage central. C'est une fille qui est très pieuse, qui porte bien son hijab et tout, en Irak, et qui va rentrer aux États-Unis, qui va aller aux États-Unis, et qui va rencontrer des choses, le phénomène de l'autre. Aux États-Unis, quand on est un bon scientifique, quand on est quelqu'un de fameux, même si vous êtes de l'étranger, même ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est votre travail. Votre rapport. Votre rapport et tout. Mais le fait de porter un hijab, il y a toute une appréhension. Les gens ne savent pas pourquoi. Surtout qu'on est post-11 septembre. Post-11 septembre. Voilà, avec toute la propagande autour. Donc il n'y a pas de racisme, mais les gens sont intrigués. Donc pour moi, la religion dans cette histoire d'amour interdit, c'est juste quelque chose pour faire marcher l'histoire, pour faire marcher la réflexion. Les gens sont envoûtés. Je suis un observateur. En général, j'écris à la troisième personne, j'écris dans le passé simple et je vois. Je crée des personnages et je les laisse parler dans mon livre. Et je vois leur angoisse, j'exprime leur angoisse, leur amour, tous les problèmes qu'ils ont. Et je sais que je ressens, parce que ça fait depuis un bon bout de temps que je suis aux États-Unis. Moi, je suis parti aux États-Unis en 1981. Donc, je suis chercheur. J'ai eu un doctorat d'État aux États-Unis en génie mécanique. Donc, vous voyez un génie mécanique qui va écrire un bouquin. La plupart du temps, hein, c'est toujours les scientifiques qui sont les plus doués en lettres. Oh ouais. Moi, je suis revenu en Algérie en 1987 pour le service national. J'étais vice-recteur à l'université de Blida, dans le domaine de la recherche, et je suis reparti aux États-Unis en 1995 et je travaille pour l'Agence américaine de la protection de l'environnement. J'ai un département de recherche, je suis chef de département de recherche, mais les week-ends, je reste tout seul et je regarde les gens. Des fois, je vais acheter des choses, je vois une femme avec un hijab, ou bien je vais voir mon docteur, elle a un hijab. Vous êtes observateur avant. Je suis très observateur. Et mes personnages, je n'impose pas les choses à mes personnages. C'est eux qui s'expriment. Ils sont là, ils disent ce qu'ils veulent. Ils vivent à travers votre plume. Alors justement, Nora est la fille de Qasim, qui est un cadre déchu du parti Ba'ath, et de Maryam, qui est une militante féministe, progressiste. Exactement. Donc après l'invasion de l'Irak, elle va travailler comme traductrice auprès de John Alexander, qui est un officier de l'armée américaine. C'est un avocat, oui. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une séparation. On sent qu'il y a une idylle naissante, mais... Oui. C'est en Irak. Ça part tout doucement. C'est très séparé. C'est la femme qui aime peut-être, mais qui ne le dit pas, qui est pieuse. Et, par hasard, elle part aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'Irakiens qui sont partis aux États-Unis. De toute façon, c'est presque toujours, c'est très souvent le cas. Lorsqu'un pays occupe un autre, il va par ailleurs siphonner la plupart de ses élites. Pas siphonner ses élites. Ça, c'est beaucoup plus une histoire d'amour. Certes, mais le départ aux États-Unis de Nora n'est pas lié au contraire. Elle va quitter John.
puisqu'elle va le précéder aux États-Unis. Non, 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 c'est lui qui précède. Elle part avant. Voilà. Et c'est lui qui la cherche. Voilà. Lui, c'est ça, l'Américain en général, il ne connaît pas le monde. Il C'est connaît vrai. l'Amérique. Oui, c'est Brzezinski qui le dit. Et moi, je le dis aussi, parce que j'ai vécu là-bas depuis 81, donc c'est un bon bouton. Il ne connaît pas. Mais les guerres, paradoxalement, c'est elle qui fait connaître aux Américains l'autre monde. So, John, il est imprégné par la richesse du patrimoine irakien. Il est imprégné par la façon. C'est un grand pays, comme c'est un grand l'Irak, pays. avec toute Oui, l'histoire cette histoire de millénaire. Babylone et tout. Exactement. La nourriture, tout ça, John, il est imprégné par La ça. littérature aussi, Et la avec cette littérature. fameuse foire du livre Exactement. interminable. Oui. Ouais, ouais. Donc, je travaille avec ces gens-là. John, dans mon livre, Nora, professeur Barzani, c'est un mystique, c'est une personne mystique. Ouais, professeur de littérature. De littérature. Et pour moi, Qui cite Rumi. je ne le laisse pas trop donner imposer une suggestion, mais il nous donne Des pistes comme ça, de réflexion, oui. de réflexion. Il utilise des poèmes de Antar ibn Shaddad, de Rumi. Moi, je suis un fan de Rumi. D'accord. On est deux alors. Donc, moi, j'adore Rumi. Donc, c'est ça que j'essaie de mettre là-bas et de vivre à travers eux. Donc, je vis leur angoisse, leur amour, leur leur douleur. Leur douleur. Leur Leur aussi, douleur. peine en français aussi. On dit aussi leur peine. Donc, c'est ça. Donc, chaque fois que je parle d'eux, je les ressens. Donc, je suis pas un auteur. Je suis juste pas un voyeur, mais quelqu'un qui regarde. Et vous nous retracez aussi leur quête spirituelle, puisque John Exactement. Alexander va d'abord s'intéresser à l'histoire du Moyen-Orient, et Exactement. puis petit à petit, c'est à la religion Musulmane. islamique et musulmane qu'il va s'intéresser. Exactement. Et il va voir, je mets un peu d'histoire des États-Unis sur l'esclavage. John vient d'une très grande famille et ils avaient des esclaves. Et dans l'histoire, et c'est quelque chose de réel, c'est qu'il y a, parmi les esclaves, il y avait des musulmans. Des musulmans d'Afrique qui s'étaient passés, mais ils étaient à un niveau un peu plus élevé. C'était les accounting, les choses qui prenaient. Donc, il se voit qu'il a été imprégné par cette éducation qu'il ne savait pas. Mais il va découvrir à travers ses bouquins, tout ça, que son arrière-grand-père a été éduqué par un musulman. D'accord. D'accord, c'est ce que je Donc ça ressens. crée un lien déjà au départ. Exactement, c'est un lien de départ. Et dans cette quête, moi j'ai été frappé par ce que vous avez peint comme personnage, puisqu'il va s'adresser à un imam, il va s'adresser aussi à Barzani. À Barzani, oui. Et à chaque fois, il n'y a pas de prosélytisme actif et virulent. Non. On ne cherche pas à lui dire voici ce qu'il faut faire et comment faire. Non. On lui donne simplement des indications et on le laisse faire sa quête spirituelle. Exactement, c'est mon but et c'est c'est de cette façon que je vois la religion aussi. Bien que c'est Une recherche libre et autonome. une recherche libre et autonome. Et ces caractères-là, ils le disent eux-mêmes. Je ne le dis pas. Je pose des questions et parfois ils répondent. Alors justement, oui, je vous en prie, poursuivez. Oui, oui. Justement, vous présentez une grande galerie de personnages, Ouais. parmi lesquels justement ce personnage de Barzani qui lui aussi est très emblématique. Emblématique, oui. C'est mon favori. Bah, moi aussi, d'abord parce que c'est un lettré. Et ouais, Donc, c'est un lettré, c'est mon favori. J'ai écrit un deuxième bouquin qui va sortir et je remets Barzani là-bas aussi. Alors Barzani, professeur lui aussi de lettres, grand lecteur, mystique un petit peu à sa Très manière. mystique, ouais. Voilà. Et lecteur de Rumi, lecteur de Antar ibn Shaddad, et grand philosophe aussi. Grand hein. philosophe, Il ouais. ponctue constamment les moments un petit peu Ouais, ouais. tumultueux de la vie de ses amis par sa sagesse. Exactement. Ils essayent de calmer les angoisses des personnages qui sont dans le livre. C'est Alors- caractéristique des soufis. Des soufis, exactement. Certes, qui ont un petit peu cette capacité à relativiser Ouais. et à voir l'œuvre de Dieu dans chaque événement. Dans chaque événement. Voilà.
Alors, justement, pour continuer dans cette note apaisante, je vous propose un petit intermède musical et ensuite nous allons revenir avec Madame Mariam Merdassi sur les 50 clés du cinquantenaire. Tout d'abord, une petite pause musicale, comme d'habitude, après le jingle. Alors pour ce soir, c'est Monsieur Dahman Touati qui a choisi pour nous la pause musicale à son insu. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça se fait toujours à l'insu des invités. La rose de Jéricho, rose qu'en arabe on peut traduire par Warda. Voilà. Et donc c'est une autre Warda que nous allons redécouvrir ce soir. Une Warda algérienne, Warda al-Jazairiya. Je vous laisse découvrir ce morceau que vous allez tout de suite reconnaître. Je n'ai même pas besoin de le... Sont tous et que nous avons tous fredonné. D'ailleurs, c'est le seul reproche que je fais à cette chanson, c'est qu'elle reste dans la tête. Oui, voilà. C'est parmi les chansons que Warda al-Jazairi a superbement bien interprétées et qui restent ancrées, même les jeunes générations connaissent. Hein. Oui, d'ailleurs, une fois qu'on l'écoute, une fois, elle reste dans la tête pendant toute la journée. On ne peut plus penser à autre chose. Mais on va quand même penser au livre. Voilà, penser au livre et revenir aux 50 clés pour le cinquantenaire, traduit par Khalisa Roumazi, Khamsouna Miftahan lil Khamsiniya. Khalisa Roumazi qui a aussi rédigé la préface de l'ouvrage, où elle dit à juste titre qu'au-delà du contexte de sa parution, c'est-à-dire l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance, le livre a une portée pédagogique qui dépasse le contexte justement de sa parution à travers les dates clés qu'il évoque, dates clés choisies avec la pertinence et la perspicacité d'un historien chevronné. Et nous ne saurions revenir sur toutes ces dates clés. Néanmoins, je vous propose, si vous voulez bien, de revenir dans l'immensité de ces dates à quelques dates clés, à l'intérieur de ces dates clés. Si vous permettez, je vous en prie, avant, racontez un peu dans quel contexte le livre est né, si vous voulez. Oui. On était donc en 2012 déjà, oui. 2011-2012, et donc on était avec Papa Rabbi Yarhamou, moi en tant qu'éditrice et lui en tant qu'auteur, hein, parce qu'on avait des discussions différentes, auteur, éditrice et fille, papa. Oui, j'imagine bien. Donc j'étais là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas préparer pour le 50e anniversaire qui arrive là dans quelques mois? Il me dit non, j'ai encore rien pensé, j'ai pas réfléchi à un truc précis.
Et je lui donne l'idée, je lui dis, et si on faisait un livre pédagogique, donc il serait adressé donc à un large public, mais surtout à la jeunesse qui ne connaît pas forcément tous les détails de notre histoire. Et on va rester un peu sur la guerre d'indépendance et aller jusqu'à l'été 62. Donc il dit banco, on y va et il commence. Donc on s'est amusé un peu, je lui ai posé pratiquement la majorité des questions en tant que jeune Algérienne pour dire qu'est-ce que le 1er novembre, qu'est-ce que le FLN, qu'est-ce que le GPRA, qu'est-ce que le CCE, qu'est-ce que le CNRA. Et lui, il a répondu avec cette caractéristique qu'il avait et que j'avais exigée un peu entre parenthèses en tant qu'éditrice, d'une écriture simple à la portée de tout le monde, Absolument. qui puisse être compréhensible et que le message puisse passer le plus simplement possible. Donc en gros, un livre pédagogique. Large public. Large public. Et lui, il avait rajouté, au-delà, en plus des annexes, pour les annexes, on a un peu, bien évidemment, la proclamation du 1er novembre, inratable. On ne peut pas passer comme ça un livre d'histoire sans passer donc la proclamation du 1er novembre. Un texte fondateur. Oui. Exactement. Puis il y a aussi un peu la composition donc, du GPRA, du CCE, du CNRA. Il y a même, après, il a rajouté donc, des petites connotations, en savoir plus. Donc c'est pour les chercheurs et pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin dans la recherche. Donc à chaque fois, il mettait deux ouvrages. Voilà, c'est une bibliographie, comme on en avait parlé avant, enrichie et qui puisse donc donner libre attitude donc, au lecteur d'aller chercher vraiment l'information donc à la source. C'est parfois donc il y a les ouvrages, je ne vais pas en citer beaucoup, mais il y a des témoignages, il y a le livre de Saad Dahleb, on a des ouvrages d'autres historiens et tout, Ben Youssef Ben Khedda aussi qu'on retrouve un peu comme bibliographie, pour ne citer que ceux-là, mais d'autres aussi figurent aussi. Donc l'ouvrage est né comme ça dans cette perspective-là. Et donc papa amoureux de la langue arabe, donc il adorait la langue arabe, il me disait il faudrait qu'on le traduise en langue arabe. Bon, on n'a pas eu le temps malheureusement de le... Pardon. Oui, j'imagine bien. J'imagine l'émotion. Mais justement... On n'a pas eu le temps de le faire, pardon. Je comprends parfaitement, je comprends. Mais en le lisant d'ailleurs en langue arabe, je l'avais déjà lu en français à sa parution, mais en le lisant en langue arabe, la première pensée qui m'est venue en tant qu'enseignant aussi, c'est de me dire mais quel magnifique document pour les étudiants en général et les lycéens en particulier. Exactement. C'est vraiment un livre intemporel. C'est un livre qui va rester au-delà du 50e anniversaire ou au-delà du 60e anniversaire et donc au-delà du 61e anniversaire donc, que nous avons fêté il y a quelques jours. Donc c'est au-delà de ça, c'est vraiment un outil de travail, un outil pour nos jeunes que j'incite à chaque fois à aller se documenter. Absolument. Pour connaître notre histoire. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais là, on fait l'inverse en Algérie. On a des chercheurs. Nous sommes les vainqueurs. Exactement. On fait l'inverse en écrivant parce qu'à un moment, il y avait une profusion d'historiens français et étrangers qui avaient écrit énormément donc, sur l'histoire de la guerre d'indépendance, sur l'histoire de la colonisation. Avec le regard aussi. biaisé qu'on imagine. Biaisé, parfois pas, parfois c'était un peu objectif. Pour certains, il faut dire la vérité. Certes aussi, oui. Parce qu'il y a aussi un versant de chercheurs algériens qui ont, malgré toutes les embûches, malgré l'inaccessibilité aux archives, c'est un combat que mène encore l'État algérien pour l'ouverture des archives. Donc pour les grands chercheurs, pour les jeunes donc, étudiants, les jeunes chercheurs, là on a un outil qui peut aider une jeune génération. Et Khalessa Roumazi, que je salue énormément, elle a fait un travail extraordinaire de traductrice très fidèle. Très belle langue aussi. Très belle langue. Pour vous dire d'ailleurs, c'est Ismaël Mahand que je salue par ailleurs, donc les éditions Hibl. En fait,
on n'a pratiquement rien corrigé dans l'ouvrage. Hein. Première, deuxième lecture. Après, c'était des petites coquilles. Hein. Voilà, c'était inévitable. Inévitable. Dans chaque ouvrage, il y en a encore. Hein. Voilà, c'est l'œil un peu de l'éditeur qui reste là. Mais c'est un travail qui a été aussi porté par eux deux. Donc la traductrice Khalessa Roumazi et Sim Hand avec les éditions Al-Hibr. Et puis, il y a toute la charge un peu familiale, amicale qui disait, enfin, tous les amis qu'on connaît, la famille, il faut continuer le travail de Majid, il faut continuer ses recherches. Et le choix s'est porté sur cet ouvrage pédagogique et intemporel. Alors justement, parmi les dates clés qui sont mentionnées et les concepts clés aussi qui sont mentionnés, il ne s'agit pas seulement de dates, mais aussi de notions ou de concepts qui sont développés. On remarque en lisant l'ouvrage cette capacité qu'a eu le colonialisme de renommer les choses et d'euphémiser les massacres et les exactions qu'il a commises. Ce à quoi justement feu Abdelmajid Merdessi s'est attelé à démystifier. Et donc, il consacre par exemple un chapitre à la pacification pour expliquer ce dont il retournait réellement de cette fameuse paix des cimetières. Et il parle aussi des camps de concentration, ce qu'on a appelé par euphémisme encore les zones de regroupement. Ces camps de concentration que nous avons eus aussi. Et ça m'a tout de suite fait penser, je me suis dit... ces zones de regroupement qui sont en vérité des camps de concentration et qu'on a rabâché urbi et orbi dans d'autres contextes historiques, on revient régulièrement sur les méfaits du nazisme avec les camps de concentration, avec les fours crématoires. Fours crématoires que nous avons connus lors des massacres du 8 mai 45 qui ont duré pendant 2 mois. On dit 8 mai 45, mais ça a duré les enfumades de la Dahra. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'agit du nazisme, c'est un devoir de mémoire. Mais lorsqu'il s'agit du colonialisme et des exactions du colonialisme en Algérie, c'est de la rente mémorielle. On trouve des doxosophes, y compris locaux, pour rabâcher ce genre de sophisme. Malheureusement, il y a des, comment on dit, si vous permettez, l'abouaq. Voilà. L'abouaq. Et donc, j'ai été très, pardon de vous interrompre, j'ai été très content que vous mentionniez justement ce devoir de mémoire qui est galvaudé par certains. Bien évidemment, on est appelé aujourd'hui plus que jamais et plus qu'avant à défendre l'histoire de notre pays, à défendre notre identité nationale. La colonisation française, elle a fait et elle a causé beaucoup de tort. On a encore les conséquences. Hein. Les crimes, là aussi, les appellations, eux, ils disent les essais nucléaires, mais en fait, c'est les crimes nucléaires. C'est pas des essais. Ou les événements. Les événements. En ce qui concerne. Voilà, c'est comme vous dites si bien un euphémisme comme ça pour minimiser un peu les choses, mais en fait, on minimise pas les choses. Les crimes de guerre que la France a commises en Algérie, du 8 mai 45, des exactions qu'ils ont faites. Depuis leur arrivée, depuis le début, hein, le 14 juin 1830, jusqu'à ce qu'ils partent, l'OAS a très bien fait le travail par la suite, après le cessez-le-feu. On a connu beaucoup d'autres événements qui Absolument. sont aussi évoqués. L'OAS est très évoqué Oui. donc, dans cet ouvrage-là. Donc c'est à nous maintenant de faire en sorte que notre histoire, on se réapproprie notre histoire, mais pas que. C'est de la défendre et de dire l'histoire par nos mots et par notre vision. Absolument. D'ailleurs, parfois j'entends ce reproche qui est fait aux jeunes auteurs, lorsque, même dans la fiction, hein, lorsqu'ils prennent la guerre, la révolution algérienne comme sujet, on leur dit mais pourquoi vous êtes jeunes, pourquoi vous rabâchez encore de ce sujet, comme si c'était une sorte de fait dépassé. Et là encore, vous insistez pour l'ouvrage et la première cible de cet ouvrage, c'est justement la jeunesse qu'on invite à une amnésie supposément salvatrice, tandis qu'ailleurs, on ne cesse de revenir sur les événements fondateurs de l'histoire de ces pays. Bien évidemment, et si vous permettez un mot qui m'est revenu, oui. Il y a un certain auteur qui a utilisé le terme de décolonisation. Bon, l'Algérie n'a pas été décolonisée, on a gagné et on a arraché notre indépendance. Absolument. De sang et de pertes.
tout ce que l'Algérie a pu perdre comme martyrs, comme militants, amis de l'Algérie, même les étrangers, même les Français, même ceux qui sont venus et qui défendaient les Italiens, qui ont défendu la cause algérienne, les Russes qui avaient défendu la cause algérienne, les Américains qui étaient là aussi. Donc la cause algérienne a été portée d'ailleurs. Les porteurs de valises. Les porteurs de valises qui sont mentionnés, avec notamment le réseau Janson. Exactement. Et puis on a tout cet éclairage et puis tout ce génie qu'on retrouve dans nos militants. Ils étaient jeunes, hein. Ils avaient 19, 20 ans, 18 ans, mais ils avaient une vision. La guerre du 19 mai 1956, la grève du 19 mai 1956 est mentionnée aussi. Exactement. Des lycéens et les des lycéens et des étudiants. Et puis on a ce génie, moi que je trouve c'était un génie de nos martyrs, de nos militants qui avaient cette vision de porter la voix de l'Algérie à l'extérieur. Absolument. D'aller aux États-Unis, d'aller à l'ONU, de porter la voix de l'Algérie au-delà des frontières algériennes. Oui, d'ailleurs, la conférence afro-asiatique de Bandung est parmi les événements les premiers cités dans l'ouvrage. On se rappelle très bien, les images sont là, hein, l'arrivée de Farhat Abbas. C'est un événement extraordinaire. C'était les prémices du rayonnement diplomatique de l'Algérie à travers le monde. C'était aussi les prémices de ce front du Sud global contre les exactions de l'impérialisme. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le désaveu de ce Sud global envers la dernière escalade guerrière de l'OTAN. On va revenir sur d'autres aspects de cet ouvrage, mais avant, si vous permettez, je me tourne vers vous, Monsieur Dahman Touati, et cette rose de Jéricho que vous faites fleurir tout au long de votre ouvrage, de votre roman. On a parlé de John qui s'intéresse à l'islam et qui finit par se convertir. On a parlé de l'idylle naissante avec Nora qui, avec sa conversion, va finalement finir en mariage. Et Nora va rentrer en Irak, va retrouver son père et Nora et son mari et Barzami et sa femme Dunia vont être victimes d'un enlèvement. D'un groupe terroriste dans la région. Et cette intrigue, cette fiction, se passe justement sur ce fond d'un Irak déchiré suite à l'invasion américaine par les guerres ethniques. Et en vous lisant, moi aussi, j'ai été frappé par cet aspect-là. Lorsqu'un État-nation est détruit, sa population se replie sur les identités tribales, ethniques et confessionnelles qu'on aurait cru dépasser justement par la modernité. Exactement. Exactement. Pour moi, c'est un voyage. C'est un voyage en Irak. Je ne suis jamais parti en Irak, mais je ressens un petit peu les angoisses. Tout au long du livre, vous allez voir que moi, je ne prends pas les héros comme positifs, qui soient positifs. Même le vilain, dans mon livre, à la fin... est humain. Oui, est humain. Il y a des déterminations. Des déterminations d'humanisme. Le vilain, Nader, dans le livre, des personnages, des personnages un peu vilains, un peu durs, mais à la fin, il meurt une mort royale, plus ou moins, une mort noble. Ouais. Et je voyage à travers eux. Oui, et vous nous faites voyager aussi à travers cet Irak qui sert aussi qui est devenu un vrai champ de bataille, où les tribus se déchirent, où les confessions aussi s'affrontent, et qui est aussi devenu une base pour lancer des attaques sur la Syrie voisine. C'est-à-dire que lorsque l'impérialisme détruit un pays, il ne se contente pas de détruire, il en fait une ligne de faille pour saccager le pays voisin. Exactement. C'est une plaie, voilà, c'est un chancre qui se propage. Exactement. Et moi, je suis très intéressé par tout ce qui se passe au Moyen-Orient, dans mon pays et tout. Donc, c'est des questions que je me pose tout le temps. Oui, on imagine que vous avez projeté votre propre curiosité dans le personnage de John Alexander. John Alexander, yeah. C'est aussi votre propre documentation. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Et dans ce communautarisme qui fait rage, on voit aussi dans votre ouvrage la corruption américaine en Irak. C'est-à-dire qu'on voit aussi comment les fonctionnaires sur place
sont corrompus par les agents. Oui, oui, bien sûr. C'est une chose qui est connue et j'ai suivi ça. Il y a plein de corruption. Dans toutes les guerres, il y a la corruption. Il y a des gens qui La guerre elle-même est une corruption. Il y a une corruption et les gens s'enrichissent, même dans ces pays-là, s'enrichissent à cause de la guerre. Oui, en vous lisant, vous m'avez rappelé cette citation d'un article de géopolitique qui disait « L'OTAN ne se risque jamais à attaquer un pays avant d'avoir corrompu au moins 70% de son commandement politico-militaire. » Exactement, oui. J'étais ému par votre rétrospective de l'histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'espère. Et votre facilité de vous exprimer. Je vous remercie. J'espère que vous trouverez dans les 50 clés quelques notions, voilà, quelques concepts qui vont vous aider dans votre prochain roman, pourquoi pas. Non, je viens de finir un deuxième roman. D'accord. Un deuxième roman aussi, ce qui s'appelle Apollo's Curtains. Les rideaux d'Apollo. Oui. Les rideaux d'Apollo, c'est sur... je vois la diaspora arabe, musulmane, ou partout aux États-Unis, et je vois leurs enfants, les problèmes qu'ils ont, l'identité culturelle. C'est extrêmement frappant, parce que les enfants ils partent dans un milieu américain et tout, ils reviennent à la maison, on leur impose une nouvelle, leur propre culture, etc. C'est d'ailleurs, votre roman est une réflexion sur l'exil aussi. Et sur l'exil, exactement. Actuellement, j'ai un ami, je lui ai posé la question, je lui ai dit, regardez, je suis en train d'écrire ce bouquin sur l'identité culturelle des enfants, le problème culturel, l'identité des enfants expatriés. De nouvelles générations. Des nouvelles générations et tout. Et il m'a dit, non, c'est un problème des parents. L'identité des parents, c'est vrai. On a un problème identitaire aussi parce qu'on veut imposer à nos enfants notre culture et on doit le faire. Et notre religion et tout, mais il y a des problèmes. Donc, j'ai écrit un autre bouquin dessus qui va paraître d'ici quelques temps. J'espère que... Et j'ai appris à écrire. Peut-être après d'avoir écrit celui-là, j'ai pris des cours. Justement, de toute façon, on s'améliore toujours à mon âge. À chaque... Parce que je suis un scientifique, j'écris, j'ai des centaines de publications scientifiques. Mais c'est mon premier roman. On n'arrête jamais, on n'arrête pas d'apprendre. Et puis l'écriture, ça vient. Moi, quand j'étais éditrice, j'avais reçu beaucoup de médecins. Et qui se retrouvaient en fait romanciers. Comme ça, ils ont écrit, ils me disent, bon, j'ai écrit, mais ça ne va pas le faire. Et en fait, j'ai un coup de cœur parce que je leur dis, mais vous avez une très belle plume. Donc rien n'empêche que vous soyez scientifique. Peut-être que ça rajoute un peu dans la méthodologie d'écriture. Et puis ça rajoute aussi un autre versant, parce que vous sortez un peu de votre coquille et c'est un peu une extériorisation de ce que vous pouvez ressentir. Exactement. Et c'est une écriture directe, simple. C'est pas l'écriture d'un romancier professionnel. Néanmoins, on retrouve... Vous allez voir, vous allez partager avec moi, vous allez voyager, vous allez exprimer des sensations que j'exprime moi-même, mes sensations à travers ces personnages. On retrouve plusieurs arcs narratifs, on retrouve plusieurs personnages, avec un scénario assez gigogne. Ça gigogne partout, parce que je n'ai pas suivi la norme, les 3 arcs ou quelque chose comme ça. Avec des j'écris. Des destins qui s'entrecroisent. Exactement. Un chapitre après un autre. Beaucoup de rebondissements et de péripéties. Exactement. Aussi. Alors, on va revenir justement sur votre écriture, mais si vous permettez un deuxième intermède, cette fois-ci, non pas musical, quoiqu'un petit peu aussi, mais littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet. Je vous retrouve comme d'habitude après le jingle. Pour ce mois de juillet où nous avons fêté notre indépendance, je vous propose notre dernier livre de chevet de la saison, Récits de feu de Mahfoud Qaddash. En fait, c'est une série de témoignages, de textes qui ont été réunis et présentés par Mahfoud Qaddash. Et pour ce soir, je vous propose de découvrir ce texte de Mohamed Bouchaour, aspirant de l'ALN, et qui s'intitule « Naissance et mort d'une compagnie ». Donc, cet aspirant nous parle de la bataille de Sekak.
Nous devions rejoindre notre chef de compagnie parti en mission à Qsar Hannoun. À 4 heures du matin, on nous signala un très grand nombre de véhicules militaires venant de Tlemcen, pont de l'Isser, Ramchi. Nous étions trahis, un grand ratissage s'annonçait. Nous nous divisâmes en 4 groupes et nous dispersâmes loin du douar. À 6 heures du matin, on entendit le premier coup de feu. C'était le premier accrochage en plaine. Des chars, des voitures blindées, des avions, des hélicoptères, de partout ont tiré. Tirs de canon, de mortiers, des nuages de fumée, le douar était enflammé. À 10 heures, le silence. Le bilan était le suivant. Un avion mouchard abattu, 2 chars touchés par des cocktails Molotov, de nombreux morts et blessés du côté de l'ennemi. 7 morts et 10 blessés dans nos rangs. On croyait la bataille terminée. Hélas, à 11h30, l'aviation recommença ses attaques. Tirs à la mitrailleuse, bombes à gaz, roquettes durant 2 pénibles heures. À 13h, il ne restait que 3 moudjahidines vivants. Toute la compagnie était tombée au champ d'honneur. Les 3 survivants, l'Akhdar Miloud et moi-même, purent regagner le Oued Saqqar, ici caché dans l'eau, au milieu des roseaux. La compagnie était morte. Récit émouvant d'un ouvrage encore plus émouvant, Récit de feu, réuni et présenté par Mahfoud Qaddash. Nous arrivons bientôt à la conclusion de notre émission. Je me tourne vers vous, Mariam Merdassi, pour le mot de la fin. On a évoqué avec M. Dahman Touati les divisions ethniques, confessionnelles dans l'Irak saccagées par l'invasion américaine. Dans l'ouvrage de feu Abdelmajid Merdassi, il mentionne, en bon pédagogue, le rôle des ethnologues, entre immenses guillemets, dans l'ingénierie sociale et la fomentation des séditions. Il cite notamment le cas du fameux Jacques Servier. Bien évidemment. Et puis, c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude forcément de traiter. C'est des questions qu'il ne faut pas oublier de mentionner, parce que l'histoire en elle-même, l'histoire de chaque pays, que ce soit l'Irak, la Syrie, les États-Unis ou l'Algérie, là on parle un peu de l'Algérie, elle comporte beaucoup d'événements. Là on parle de la période de colonisation, l'affreuse période de la colonisation. Donc à mon humble avis, et je pense que ça c'est aussi inculqué par les parents, c'est prendre l'histoire comme elle est. Dire les choses, raconter les faits, essayer de prendre les témoignages des martyrs, essayer de prendre les témoignages des militants. Là, on a écouté un passage très, très émouvant. C'est un infime exemple de ce que vivaient les Algériens pendant cette période-là. La famine, les maladies, tout ce que la France a pu faire et qui aujourd'hui minimise les choses. Là, on est vers une autre façon de voir un peu les choses. Peut-être qu'avec la commission qui est mise en place entre les deux pays, il va y avoir des éclairages, mais surtout l'intérêt, c'est surtout de discuter des dossiers les plus lourds, les dossiers des disparus, les camps de concentration, les camps de torture. La torture, c'est un mot qu'on retrouve un peu dans l'ouvrage. Oui, oui. L'ouverture des archives, c'est très important qu'un chercheur puisse accéder aux archives pour pouvoir écrire l'histoire avec des documents palpables. Absolument. Parce que jusque-là, il y a très peu d'historiens qui ont pu accéder à une partie des archives qui se trouvent à Aix-en-Provence. Mais tout le reste, niet nada. Et sous le boisseau. Oui. Exactement. Donc ça, c'est des combats qu'il faudrait mener. On a parlé tout à l'heure des crimes nucléaires et pas que. Toutes les batailles qu'a menées l'Amir Abdelkader, Zaatcha, Cheikh Al-Haddad, tout ça. Le Grand Sud aussi, on a tendance à parler du Nord, mais le Grand Sud aussi, ils ont eu beaucoup de militants, ils ont milité. C'est très simple, la France voulait prendre le Sud algérien.
parmi les questions qui étaient traitées et les accords d'Évian, c'était ça, hein, c'était genre, ils voulaient un marchandage. Là, on retrouve encore les documents un peu dans cet ouvrage et d'autres ouvrages aussi. C'est un marchandage. Mais avec le travail extraordinaire mené donc, par les négociateurs algériens, Krim Belkacem, Bettat et tout. Appuyé sur une réelle unité nationale. Exactement. Et puis, on avait aussi... Forgé par la lutte populaire. Oui, les documents extraordinaires que nous avaient fournis les Italiens. ENI, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de la guerre d'indépendance, ça date des accords d'Évian, où ils ont pu nous donner des éclairages, surtout par rapport aux puits de pétrole et de gaz que la France voulait cacher. Jusqu'à présent, on n'a pas encore récupéré la cartographie réelle qu'avait la France avant, et surtout la cartographie qui est essentielle, c'est les bombes nucléaires qui sont encore dans le Sahara. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, exactement. Et puis le fait de devoir, c'est un devoir, je parle un peu aux scientifiques, de décontaminer toute la région qui a été touchée par les particules. C'est votre domaine. Bon, on aura besoin de vous, hein, vous ne partez pas, hein, vous ne repartez pas aux États-Unis, on a besoin de vous. Oui, mon domaine, c'est de développer des techniques de décontamination pour le corona, pour les virus, pour quand il y a une attaque nucléaire ou bactériologique ou bien chimique. Donc, on développe dans mon équipe, on développe des décontaminations. Alors on vous garde. Voilà, on va rapatrier l'équipe et on vous garde. Déjà, on vous garde encore pour quelques instants pour le mot de la fin. J'ai l'impression, en tant que lecteur, que le maître mot de votre roman, c'est la quête. Nora, tous les personnages sont dans une quête morale, spirituelle, personnelle. Avec Nora, je ne veux pas gâcher l'intrigue, mais Nora qui va de révélation en révélation. Oui. C'est l'histoire qui se répète. Pour Nora, pour sa tante, qui à la fin, je ne veux pas vous le dire, ce qui va se passer, mais c'est l'intrigue. C'est juste pour donner un aperçu, une intrigue pour que les gens suivent. Bon, on se fera un plaisir de lire votre roman. J'en serais ravi, je vous l'offrirai à la fin. Un échange de bons procédés. Je vais vous offrir un exemplaire de celui de mon père. Qui vous inspirera peut-être un roman qui cette fois-ci se situera peut-être en Algérie. Inch'Allah. En tout cas, je rappelle que ce roman-ci, traduit de l'anglais, s'intitule La Rose de Jéricho. Merci beaucoup, Monsieur Dahman Touati, d'avoir été parmi nous. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre roman, La Rose de Jéricho. 50 clés pour le cinquantenaire, finalement traduit Khamsouna Miftahan lil Khamsiniya par Khalissa Romazid, dont elle a aussi rédigé la préface. L'ouvrage est de feu Abdelmajid Merdassi, Rabbi Yarhamou, qui n'est plus à présenter. Merci beaucoup, Madame Mariam Merdassi, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie et je termine comme je le fais toujours par quelque chose qui me d'abord rendre hommage à mes deux parents, Rabbi Yarhamhum, rendre hommage à nos glorieux martyrs, à tous les militants et à tous ceux qui se battent encore pour l'Algérie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je le dis toujours, l'Algérie au cœur. Alors, puisque vous avez beaucoup insisté sur la jeunesse et que vous rendez hommage justement à ceux qui se battent pour l'Algérie, l'avant-garde de cette lutte est menée par les jeunes. J'en profite donc pour adresser mes plus chaleureuses félicitations à notre collègue Nasser Bouswalim, dont la fille Naziha a obtenu son Master 2 en journalisme avec 18 de moyenne. Je félicite aussi son binôme Nariman Kermish et je félicite toute la jeunesse qui continue de briller dans tous les domaines. Et puis, l'aqoub al-bak, Inch'Allah, pour ceux qui nous regardent. Merci encore, Madame Mariam Merdassi. Merci encore, Monsieur Dahman Touati. Et les meilleurs pour la fin, merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.